Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve cette semaine une nouvelle fois avec Doup. Bonsoir Doup. Et bonsoir Stéphane, ça va ? Et ça va très bien, merci beaucoup. Très heureux de te retrouver pour un nouveau Comics Dynamic Duo, le troisième épisode. Eh ouais, ça commence à compter. Ça y est, on commence à grandir. On a quelques auditeurs, mine de rien. Ouais, bonjour les quelques auditeurs qui nous écoutent. Mais oui, merci à la cinquantaine d'auditeurs qui nous ont écoutés sur les deux précédents podcasts. C'est très sympathique. Alors, il paraît qu'il faut dire, qu'il faut pas hésiter à rappeler que voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin si vous voulez. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas à nous corriger aussi si on dit des bêtises. N'hésitez pas. Et on en dit beaucoup. Et on en dit beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à dire quand il y a des trucs sympas qu'on dit aussi. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est cool aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis aussi à parler de la chaîne si vous la trouvez sympathique. Petit rappel, le Comics Dynamic Duo, c'est un des formats de la chaîne Top Comics. Il y a en fait 3 podcasts qui tournent en ce moment. Donc le Dynamic Duo qui tous les 15 jours. Et il faut nous laisser le temps de recharger nos batteries et de trouver un titre et de nous préparer, de relire les titres et de préparer nos arguments. Un autre format, c'est les comics capsules qui sont en fait des reviews des sorties récentes. C'est un format beaucoup plus court de 10 minutes. Et puis un autre format qui lui s'appelle la bande à Strange, que je vous invite à découvrir. Il y a déjà deux numéros d'enregistrés, un sur le Strange 194, un autre sur Strange 104. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Merci beaucoup. Non, je tiens à te le dire, voilà, mais voilà, on joue un peu sur la fibre nostalgie, mais on essaye aussi d'apporter, j'essaye d'apporter aussi un peu quelques informations, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est destiné un peu entre guillemets aux vieux cons que nous sommes, et parce on est tous finalement la génération Strange, et c'est plutôt sympathique de revenir sur cette période et de parler de ces épisodes. En tout cas, aujourd'hui. Donc, on n'est pas là pour parler de Strange, on est là pour parler d'un titre bien plus récent que tu m'as proposé la dernière fois que nous avons enregistré. D'ailleurs, on vous propose, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes. On a fait un podcast sur Gods, et il y a un mois, on avait fait un podcast sur Seven Soldiers Frankenstein. Ouais. Voilà, ils sont toujours là, n'hésitez pas à les écouter. Alors, autant avec Gods, on était dans le scénario a priori un petit peu plus compliqué. En même temps, on était bien revenu dessus et on avait bien expliqué qu'il n'y avait rien de bien difficile. Autant, on a choisi, si vous avez de toute façon cliqué sur la vignette, vous savez déjà de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler de Batman One Dark Knight, qui est un comics publié aux éditions Urban Comics. C'est évidemment une série DC dans le label Black Label, le label un peu sombre, un peu noir, de chez DC. Si je me rappelle bien, c'est un label où en fait on a des récits qui sont détachés de la continuité, où les auteurs font un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est bien ça ? Voilà, en fait le Black Label, il est sorti, on va dire plus ou moins à l'arrêt de la ligne Vertigo. Pour proposer des récits un petit peu plus sombres, un petit peu hors continuité, et ça a plutôt bien fonctionné. Le reproche qu'on peut faire au Black Label, c'est que 80% des séries Black Label sont des séries Batman ou affiliées en fait. Ouais, j'avais repéré effectivement il y avait beaucoup de Batman. Ouais, c'est un truc que j'avais vu effectivement. Donc et que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. En ce moment, je suis en train de lire le City of Madness, tu vois, par exemple, toujours dans le même label. J'y reviendrai. Moi, j'aime bien Christian Ward en plus, mais il y a un Suicide Squad par je ne sais plus qui, par Brian Azzarello, qui est une tannée, mais vraiment, c'est genre un des pires trucs que j'ai pu lire de ma vie. Et croyez-moi, des trucs dégueulasses, j'en ai lu. Bienvenue sur Top Comics pour vous dégoûter de lire des comics. Mais de toute façon, celui-là, il doit plus être publié, donc ça fait un moment. Et puis, le Black Label. Tu dis à quelqu'un, c'est le pire truc que j'ai lu, le mec, il va aller chercher pour vraiment vérifier. C'est ça en plus. C'est ça. Suicide Squad, je crois que c'est Brian Azzarello et Alex Malev. Au départ, on pourrait croire que ça va être bien, mais pas du tout. J'avais vu ce truc-là, ouais. Non, j'y étais pas allé, non, effectivement. Pourtant, j'aime bien les deux auteurs. Donc, Je me demande s'il est même pas chroniqué sur Top Comics, me semble-t-il. Oui, alors j'ai pas sur les milliers d'articles, j'ai pas forcément. Je sais plus. Et puis, le Black Label, je pense que là, on commence à en faire le tour. Puisque, on nous a annoncé quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, le retour de la véritable ligne Vertigo.
Et donc avec notamment The Nice House on the Lake, enfin la suite qui s'appelle The Nice je sais plus quoi, on the je sais plus quoi non plus. Je sais plus. Ouais, The Nice House on the by the Sea peut-être un truc comme ça. The sea, je sais plus. Qui va revenir sous le titre Vertigo, voilà. Sous pavillon Vertigo, voilà. Voilà, qui va renaître de ses cendres. Après, moi, j'espère vraiment. Ce qui est bien, c'est que mine de rien, DC a quand même pas mal d'auteurs qui pourraient écrire des trucs à la Vertigo. Alors, je me doute bien qu'on reverra jamais, je pense, le Vertigo des années 90. Non. Mais avec des auteurs comme Ramvi, avec des auteurs comme justement comme Jen Tynion de Forth, comme des gens comme ça. Peut-être ils peuvent se lancer sur des séries un petit peu plus régulières et proposer des choses un petit peu plus matures que du Batman qui va parcourir Gotham City, voilà. Tu vas nous en parler. Très habile. Tu vas nous en parler dans pas longtemps, c'est-à-dire maintenant, je crois. C'est ça. Bon, alors on y va. Alors je voulais juste dire qu'aux États-Unis, c'était paru sous la forme de 3 épisodes et que c'était en France chez Urban Comics et que c'est une traduction de Jérôme Wiki. Alors, One Dark Knight, pour résumer. Alors moi, c'est ce que j'aime bien déjà dans le pitch de One Dark Knight, c'est que on est dans un comics qui est que moi d'entrée de jeu je le mets presque dans une série B, une espèce de série B. On a un pitch très très simple quoi. C'est en gros Batman seul dans Gotham doit escorter un prisonnier jusqu'à Blackgate. Il démarre au nord de Gotham, il doit aller au sud de Gotham. À lui de se frayer un chemin dans la ville où il fait très chaud parce qu'on est en été et c'est la canicule. Où les gangs sont sortis et où en fait il va se retrouver harcelé par d'innombrables gangs gothamites et où il doit en plus se trimballer un prisonnier avec des super pouvoirs qui est pas forcément accommodant au début. Voilà, donc on est dans un concept qui est très très simple et alors je préfère prévenir, on en a discuté avant l'émission, on va spoiler un certain contenu de ce comics mais je préfère vous rassurer, One Dark Knight n'a rien de réellement spoilable, c'est-à-dire que c'est pas non plus des révélations extraordinaires quoi. Vous voyez, ça s'appelle One Dark Knight, et bien il va y avoir un blackout, c'est-à-dire que Gotham va se retrouver dans l'obscurité et sans plus aucune électricité pendant une partie du récit. Donc ça va rajouter évidemment la difficulté de Batman. Une simplicité dans le scénario, on va y revenir tout à l'heure. Moi qui me va bien, mais qui ne va pas forcément aller à tout le monde. Oui, parce qu'il va y avoir un conflit dans la force dans Dynamic Duo. Ouais, on s'est dit on va prendre au moins un truc sur lequel on n'est pas d'accord. C'est ça. Donc autant Double, toi le scénario t'as pas accroché, autant moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors voilà. On doit ça à Joke. Alors on peut peut-être rappeler. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le parcours de Joke, d'où est-ce qu'il est passé? Alors Joke, c'est un dessinateur britannique, qui, comme tous les dessinateurs britanniques, a commencé par dessiner du Judge Dredd sur 2000 AD. Et puis, d'ailleurs, il a commencé avec un autre scénariste britannique qui s'appelait Andy Deagle, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et puis, les deux, ils ont commencé à percer aux États-Unis, notamment avec donc la série Losers, qui était sortie chez nous. Ouais. Qui était sorti chez nous, qui est peut-être, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui est peut-être même un des premiers trucs qu'Urban a sorti. Je sais plus si c'est Urban ou si c'est. Je crois de mémoire, mais ça serait à vérifier. Est-ce que Semic avait tenté un truc. C'est une des premières sorties d'Urban quand vraiment Urban est arrivé. Et puis il est resté avec Andy Deagle. Un petit peu, puisqu'il a fait Green Arrow Year One, vraiment qui a bien marché celui-là. Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est vraiment le bouquin qui l'a fait un petit peu exploser, Jock. Oui, et puis c'est devenu en plus assez célèbre parce que c'est un peu le comics qui a inspiré la série Arrow. Enfin, clairement, La série Arrow a beaucoup lorgné énormément sur ce comics. Donc, effectivement, son style vraiment s'est fait connaître au plus grand nombre, je pense, à partir de ce numéro. Ouais. Tout à fait. Et puis, ensuite, DC l'a gardé et il a fait,
il a fait un arc de Batman qui s'appelle The Black Mirror, qui est un excellent arc, qui est d'ailleurs, je pense, le premier travail de Scott Snyder, qui après deviendra célèbre, hein, sur le personnage. Oui, c'est ça. Attention, tu parles sous le contrôle d'un aficionados de Scott Snyder. Voilà. Alors, du coup, on va y revenir parce que moi, c'est limite ma némésis, hein, Scott Snyder. Mais ça, c'était un très très bon récit, donc Black Mirror, qui est souvent réédité en plus en France. Hein. Je pense qu'il a eu au moins 2 ou 3 rééditions. Et puis, ensuite, derrière, il est parti. Alors, il a fait pas mal de trucs avec Scott Snyder, puisqu'ensuite, il a fait Witches, qui est un récit sur lequel on est d'accord, hein, Stéphane, c'est plutôt réussi. Ouais, c'est plutôt réussi. Je trouve une super mini-série sur horrifique sur les sorcières, que moi j'ai beaucoup apprécié. Il a fait The Batman Who Lost, que moi j'ai jamais lu. Que moi j'aime beaucoup, mais c'est parce que je dois être un des rares lecteurs français à avoir aimé Metal et Black Metal. Ouais, non, là, moi j'y suis même pas allé, voilà. Et puis, ensuite, voilà, que notre ami Jock, il se dit, tiens, il y a plein de dessinateurs qui deviennent aussi scénaristes, hein. Très récemment, on a eu l'exemple de Christian Ward, hein, sur le Batman un petit peu Lovecraftien, là. City of Madness, ouais. City of Madness, voilà. On a eu l'exemple de notre ami j'oublie les noms. C'est pas Sorrentino qui a fait un truc là. Ah, je sais pas, tiens, Sorrentino. Je sais plus s'il était tout seul. Je crois. Non, mais White Knight, comment il s'appelle? Sean Murphy. Sean Murphy, voilà. Et il s'est dit tiens, après tout, c'est un très bon dessinateur qui est un scénariste très très pourri comme Sean Murphy arrive à vendre des trucs. Pourquoi pas moi, quoi, hein, voilà. Donc, il s'est lancé et One Dark Knight, c'est son premier comics, qu'il scénarise et qu'il dessine. Il répétera l'expérience avec Gone, qui est une série, qui est un comics qui est sorti chez le nouvel éditeur dont on ne peut pas prononcer le nom, pas parce qu'on l'aime pas, mais juste parce que c'est imprononçable. Parce qu'il n'y a pas de voyelle dans le... hein, voilà. Pardon, il y a une voyelle, mais que à la fin, donc voilà. Redis-le parce que j'ai parlé en même temps que toi. Distillery, voilà, DSTLRY. C'est exactement ça. Ouais. Et puis il a fait dernièrement si vous appréciez Joke, il a aussi fait un comics avec Jeff Lemire. Alors moi je dis toujours Jeff Lemire, hein, je le prononce pas bien, mais c'est Snow Angels qui doit être encore dans les rayonnages actuellement. Et qui était plutôt bon, Snow Angels en plus. Moi j'avais bien aimé. J'ai pas le. Ah, c'était plutôt sympa. Et puis donc de fait, Jock c'est un dessinateur qui est là depuis 20 ans. Et sa production est pas si volumineuse. Disons que c'est un artiste qui, je pense, aime bien prendre son temps. Il doit être assez lent en termes de dessin, parce qu'il peaufine ses dessins. Et de fait, je pense qu'on peut attaquer tout de suite là-dessus. One Dark Knight, niveau dessin, c'est quand même l'atout principal de la BD. Ouais, clairement, je pense que c'est le point sur lequel on arrive à s'entendre. À partir du moment où on apprécie le style de Joke, hein, évidemment, parce que il n'a pas non plus un style très très facile. Enfin, mais il fait partie de ces dessinateurs où quand vous voyez ses dessins, vous associez son nom très rapidement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Clairement, le projet est monté sur son nom. Hein. Enfin, je veux dire, DC a dû vouloir signer Joke sur une mini-série Batman. Et c'est le point de départ du projet, je pense. Moi, j'aime bien cette idée de plonger Batman dans Gotham, qui est un peu son fief, sa ville, mais de le mettre en difficulté justement dans sa ville natale, et de mettre tout un tas d'obstacles sur son chemin. Moi, je trouve que les planches qu'il réalise, par exemple, je l'ai lu il y a pas longtemps, en fait. Hein, je l'ai vraiment lu. Hier, avant-hier, je crois. Moi, le passage où il y a le blackout, où d'un seul coup, toutes les lumières s'éteignent, je trouve qu'on le ressent vachement bien, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a bien travaillé parce que ça démarre, on est en pleine journée, il fait beau, il fait chaud, et puis la nuit commence à tomber progressivement, et bam, il y a ce blackout qui arrive, et après, Batman, il en chie un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réussir à traverser cette ville.
On est vraiment sur un scénario très très simple. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Et son style, moi, je trouve qu'il fait mouche, quoi. C'est-à-dire que il arrive à proposer des images qui moi, me plaisent beaucoup. J'ai souvenir sur la fin, notamment quand il arrive pas très loin de Blackgate, sur le pont, là, il y a toute une histoire, toute une action sur le pont avec des visions, enfin des points de vue où on se trouve sur le bord, enfin pas le bord du pont, mais sur le côté latéral du pont. Enfin, je trouve que c'est vachement bien amené. Moi, j'ai pas grand-chose à jeter au niveau des dessins. Mais j'aime bien aussi sur certaines couvertures, il y a une cover là où on voit Batman qui tient une allumette avec il a un visage carnassier là. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et la plupart des choix sont bien foutus. Et avant de te laisser démolir Joke, non, je mais sais bien que tu ne vas pas le démolir. Mais il y a une chose qui est très bien fichue, moi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on est, comme on l'a dit sur un scénario, on va d'un point A vers un point B. Régulièrement, on a une carte de la ville de Gotham qui nous indique l'endroit où se trouve Gotham et qui permet de suivre en fait presque le personnage. Est-ce que j'ai dit qu'il devait convoyer un prisonnier qui s'appelle EMP? Je sais même plus si je l'ai dit. Je l'ai pas dit. T'es perdu. J'étais perdu. Je suis fatigué. Il doit, effectivement convoyer un prisonnier qui s'appelle EMP, qui est un personnage qui a des pouvoirs. Alors EMP, hein, c'est l'abréviation anglaise pour impulsion électromagnétique. En fait, il a un pouvoir qui consiste il siphonne en fait l'énergie électrique qui est autour de lui, ce qui va expliquer le blackout, hein, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais? Je suis un peu perdu du coup dans mon explication. Oui, donc il doit l'amener d'un point A à un point B. Voilà, et je trouve que Joke se concentre bien sur les scènes de baston, sur la difficulté que Batman a mené l'action aussi. Hein. Il serre les dents, enfin c'est pas évident. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le personnage en fait de EMP, en fait, il est pourchassé aussi par tous les gangs de Gotham City. Et donc, Batman doit l'emmener d'une prison à l'autre. Et comme il n'y a plus d'électricité, tous les gangs lui tombent dessus et il doit traverser la ville. En gros, c'est l'histoire. Hein. C'est ça. Et la prison du point A, c'est l'asile d'Arkham, et la prison du point B, c'est Blackgate. Voilà. La prison de Blackgate. Et puis, il y a aussi de très très belles vues sur la ville de Gotham. Enfin, moi, je trouve il y a une splash page au début qui est très très jolie. C'est du Joke pur jus, mais ça fonctionne super bien, quoi. Ouais, justement. Ça y est, j'ai commencé à faire mon ronchon de base. Allez, vas-y. Mais, pardon, c'est du Joke pur jus. Et je trouve que là, pour le coup, pour quelqu'un qui veut... alors, ce qui est peut-être compréhensible aussi, c'est sa première histoire qu'il va réaliser de A à Z. Il a pas pris beaucoup de risques, quoi. C'est-à-dire que Joke, il est plutôt connu pour ses dessins sombres, pour son ambiance très noire, pour sa gestion des noirs. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un Batman dans une ville où il n'y a plus d'électricité. Donc, globalement, c'est du noir sur du noir sur du noir. Je l'ai pas trouvé si excellent que ça dans la narration. Après, ça a plus été, pour moi, c'est plus un illustrateur qu'un véritable raconteur d'histoire graphique. J'ai toujours trouvé sa narration... c'est lisible, hein, on va pas se mentir, hein, on comprend ce qui se passe, y a aucun souci. J'ai jamais été époustouflé, moi, par sa narration, par son processus narratif. Là, je trouve qu'il est pas au meilleur de sa forme, en fait. Disons qu'il s'est concentré vraiment sur des images qui sont vraiment super belles. Le Batman avec son allumette, quelques scènes sur le pont, des choses comme ça, qui sont des splash pages. Et puis le reste, je l'ai vu faire mieux et j'appréciais limite plus ce qu'il faisait sur Losers, moi. Voilà, mais après là, je chipote un petit peu, hein. Il y a un truc que je trouve rigolo, c'est que je sais pas si t'as remarqué, il dessine un Batman qui est une espèce de Batman un peu intemporel. Alors d'abord, c'est vraiment détaché de toute continuité. Hein. Si vous avez juste vu les films, ça vous suffira largement. Hein. Il y a Gordon, il y a Alfred, voilà. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Mais en termes de design de son Batman, on a une espèce de design qui ressemble un peu au Batman de Neil Adams, c'est-à-dire avec une cape bleue, des bottes bleues, des gants bleus et une ceinture jaune. Dans laquelle il a encore quelques gadgets et il a pas le
sur la poitrine, il n'a pas le symbole jaune, c'est un symbole noir, donc il y a peut-être un peu plus moderne. C'est logique. Du coup. Ouais, bien sûr, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il reprenne aussi ce vieux look en fait de Batman. Il aurait très bien pu jouer, comme tu disais, la facilité et prendre un costume bien plus moderne. Là, on est dans un truc qui rappelle un peu plus l'ancienne époque. Pour moi, là, du coup, il y est sur la facilité parce qu'il reprend limite un Batman de Miller, quoi. Hein. D'ailleurs, il y a quelques pages où le Batman, il est tout en sang, ou il est tout dégueulasse, il s'est fait déchirer son costume par Killer Croc. Bon, ça emprunte quand même pas mal à Miller. Alors, il y a pire, voilà, mais moi, je trouve clair, que juste... Excuse-moi, je te coupe, je suis sur la page dont tu parles où il s'est fait défoncer par Killer Croc. Et en fait, il resserre le masque un peu à la manière comme si, tu sais, un peu à la Rambo, il resserrait sur sa tempe les tissus qu'il avait, et il utilise les quelques morceaux de tissu qui restent pour mettre sur ses poings, et il est un peu à la mode d'un boxeur qui pourrait effectivement rappeler un peu le personnage de Sin City. Où il y a effectivement, tu as raison, il y a une petite inspiration Miller qui transparaît. Et c'est là que je trouve qu'il prend pas plus de risques que ça, en fait, pour moi. Encore une fois, ça reste, c'est du bon dessin, il y a rien à dire, c'est largement au-dessus d'un truc moyen. Hein. Mais il fallait que je chipote un peu, donc donc je chipote. Moi, je l'ai vu meilleur. J'ai préféré ce qu'il faisait sur Witches, par exemple. C'est vrai, je suis assez d'accord. Bon, Witches, moi, ça restera mon petit chouchou et mon petit préféré de Joke jusqu'à ce que je tombe sur autre chose. Mais je trouve que l'ambiance urbaine est bien là. En fait, je pense que, alors on va peut-être plus aborder l'aspect scénario. Ouais. L'aspect scénario. Moi, ce que j'ai bien aimé, et je pense que c'est peut-être une des différences qu'il y a avec toi, c'est que il cherche pas à faire quelque chose de compliqué, il cherche pas à faire une espèce de classique instantané. Moi, c'est ce que j'aime pas, par exemple, dans l'approche de Tom King, qui ça fait 10 ans qu'il essaye de faire le récit absolu de Batman qui égalerait ce qu'a fait Alan Moore ou les grands auteurs. Et il n'y arrive pas, hein, clairement, enfin, d'après moi. On a fait un bien, qui est Mr. Miracle, Pride of Baghdad, après non. Mais voilà. Et là, Joke, il n'a clairement pas. Il y a beaucoup d'humilité en fait dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que on est plus. Je le disais tout à l'heure, je parlais de la série B. Moi, ça m'a fait penser. Il y a une ambiance un peu, je trouve, à ce vieux film là qui s'appelle Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill où l'action se déroule avec des gangs dans la ville en pleine nuit. Et puis il y a un petit côté, je trouve, New York 97. Alors, toute proportion gardée, New York 97 de John Carpenter, avec ce personnage qui doit évoluer dans un milieu urbain qui lui est totalement hostile. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est aussi une des faiblesses du scénario, c'est que on a l'impression que d'un coup Gotham s'est vidé, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as eu cette impression, il n'y a pas un civil, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que Batman, le EMP, ce prisonnier qu'il doit escorter, des gangs et éventuellement un peu de policiers, mais c'est à peu près tout. Ouais. Oui, c'est un peu. Voilà, pour moi, c'est quand même le gros souci de cette BD. Ça reste l'histoire. Alors, encore une fois, oui, Stéphane, toi, tu aimes les séries B. Ah ouais, moi j'adore ça. Moi, perso, tu vois, même New York 97. Ah ouais. Ah non, moi j'arrive pas. Sacrilège. Tu ne les nanars, c'est gentil, mais non. Et du coup, moi, alors je peux regarder de la série Z, hein. Voilà. Et je crois que pour les comics, c'est pareil. Autant je peux te défendre. Je peux te défendre du Rob Liefeld, voilà. Je peux apprécier du Alan Moore. Quand ça tombe un peu au milieu, tout de suite, ça a vite tendance à me passer au-dessus et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce Batman One Dark Knight. Hein. C'est-à-dire que bon, moi je l'avais lu, je l'avais même chroniqué hein, pour Super Pouvoir, hein, voilà. Allez voir la critique, ça me fera des vues. Non mais je vais essayer de la mettre dans le. Je l'avais déjà critiqué, j'avais trouvé ça assez moyen. Là, je l'ai relu hein, pour l'émission. Et ouais, ça n'a pas évolué. Et je m'en rappelais pas. En fait, je me rappelais qu'il traversait la ville. Je me rappelais qu'il avait un criminel. Alors oui, parce que c'est à peu près tout ce que Jock raconte hein, là-dedans. Et je trouve que encore une fois,
l'adage un bon dessinateur ne fait pas un bon scénariste. Encore une fois, il est présent ici, il est vérifié ici parce que après c'est son premier travail aussi quoi. Enfin, en tant que scénariste, je veux dire. Hein, donc voilà. Ouais, pour son premier boulot, Sienkiewicz, il a fait Straight Oysters, qui est pour moi une des meilleures bandes dessinées du monde, quoi. Ouais, voilà. on va te dire. Forcément, si tu le compares à Sienkiewicz. Voilà. Après, forcément, si tu le compares à Sean Murphy, c'est au-dessus. Enfin, oui. Voilà. Oui. Je pense que même, je sais pas, même n'importe quel scénariste pourri des années 80, il est au-dessus de Sean Murphy. Mais on va pas se faire. T'es un peu dur. T'es un peu dur avec John Murphy quand même ce qu'il ce qu'il Ah non, fait, pour moi c'est vraiment une fraude, Murphy. Bon, enfin c'est pas, voilà, on s'en fera une sur Sean Murphy. Ça y est, on perd des auditeurs. On glisse dans l'oreillette qu'on est en Salut, au revoir, on vous aimait bien, restez quand même un peu. Non, disons que Jock, alors il a un pitch de départ qui est sympa, comme tu dis. Voilà, Batman qui combat des gangs, qui doit aller d'un point A à un point B. En plus, c'est la nuit, donc il pourra dessiner des planches qui sont toutes noires pendant 3-4 pages. Alors oui, évidemment, quand il est dans les égouts, à un moment donné, tu m'as fait remarquer. Bon, voilà. Évidemment, Batman de nuit dans des égouts, il y a plus grand chose à dessiner. Non, voilà. Donc, est-ce qu'il aurait pu s'en passer ? Oui, je pense, parce que ça apporte pas grand chose à l'histoire. Et du coup, on a un pitch de départ. Et puis, tout ce qui enrobe le pitch, c'est-à-dire tout ce qui fait l'essence même d'une histoire, c'est quand même relativement moyen. On a des personnages, on a dit qu'on spoilerait, mais il y a quand même un personnage qui, en cours de route, brutalement devient méchant, avec une action qui est pas terrible en plus, qui concerne Montoya. Oui, on peut en parler. C'est-à-dire que vous avez deux policiers. Il y a Montoya, donc que tout le monde connaît, enfin que les amateurs de Batman connaissent, et puis Lysé Gotham Central. Lysé Gotham Central. Voilà, Lysé Gotham Central. On est d'accord. En plus, il est à pas cher actuellement. Oui. Et puis Montoya est flanqué d'une nouvelle policière qu'on découvre, qui est Vasquez. Et en réalité, Vasquez n'est pas la gentille flic qu'on pouvait penser au début. Et en réalité, c'est elle la vraie méchante de cette histoire. On pourrait même penser au début, mais moi je trouve ça plutôt bien foutu, c'est ce qui m'a plu. Au début, on pourrait se dire, en fait, le méchant, ça va être EMP, ça va être ce fameux prisonnier. Et en réalité, ce prisonnier, il fonctionne plus comme une espèce de boulet qu'autre chose. Et d'ailleurs, même le personnage évolue un peu dans l'intrigue. Ça sert pas à grand chose, très, très sincèrement, mais il ne dévie pas beaucoup de sa fonction de boulet, donc d'empêcher Batman d'avancer, parce que Batman doit le porter comme un sac à patates pendant les 3 épisodes. Oui. Mais ce personnage, il a quand même un truc qui fait que il est pas aussi méchant qu'on pourrait le penser. Et donc là, Joe qui crée un truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que ça va être une espèce d'affrontement entre EMP et Batman, et en réalité non, c'est un affrontement, et c'est même un duel final sur le pont avec Vasquez. Et moi j'ai trouvé l'idée assez intéressante. En plus, cette volonté de ne pas forcément aller piocher dans la galerie de méchants habituelle de Batman, hormis une exception qui est Killer Crow, qui est pas le passage le plus fabuleux d'ailleurs du comics. Là où je te rejoins, c'est que ça aurait duré un épisode. Ça passe. Ouais. Je pense que ça passait mieux. Étalé sur 3, il y a peut-être un côté je m'étale. Disons que là, le fait, c'est qu'à un moment, quand on fait un épisode, allez, on va dire, il pouvait faire un épisode de 40 pages, il aurait pu se concentrer à fond sur les dessins, puisque l'intrigue, il n'y en aurait quasiment pas eu. Là, il se sent obligé d'enrober en rajoutant un peu des personnages secondaires, en rajoutant 2-3 péripéties qui vont rallonger le récit. Et là, on sent clairement, à mon avis, que scénaristiquement, ça reste encore fragile, quoi. Disons que les dialogues sont pas terribles. Le coup de Vasquez, alors, je sais pas, on voit une flic latino un petit peu badass tout de suite. Moi, au début, je me suis dit, tiens, c'est Montoya. Et puis non, en fait, quand on lit, on s'aperçoit que c'est un autre personnage. Et là, d'entrée, moi, je me dis,
pourquoi il a pas utilisé Montoya? Bon, parce que celle-là, il va en faire autre chose. Et du coup, moi, le fait qu'elle devienne méchante en cours de route, moi, je l'ai vu venir dès la 5e page, quoi. Ah non, moi c'est quand elle abandonne Montoya. D'ailleurs, le récit, Joe qui évacue Montoya. Ah oui, là, on la laisse crever, pouf, voilà. Mais c'est le moment oui, ça aussi, aussi, c'est un peu une facilité parce que mine de rien, Montoya, c'est quand même un personnage emblématique. Il l'a fait mourir un peu salement. un peu seulement. Mais c'est la jurisprudence Anya chez Buffy pour ceux qui... Mais ça permet aussi effectivement de dévoiler le jeu de ce personnage de Vasquez. Donc il y a un intérêt quand même malgré tout. C'est pas totalement gratuit, mais c'est vrai que si vous êtes fan de Montoya, ça va vous faire un peu mal au cœur, quoi. Clairement. Ouais, voilà, il l'abandonne en cours de route pour montrer qu'elle est vraiment méchante. Alors il tue le personnage important. Voilà, donc c'est un peu, voilà, niveau scénario, c'est pas une catastrophe. Hein, encore une fois, on a lu bien pire. Mais bon, ça reste quand même très très léger niveau scénario. Disons que c'est un comics qui tient par la force des dessins et puis par la force de son pitch, voilà. Par contre, l'exécution, elle est quand même, pour ma part en tout cas, un petit peu faible. Voilà, ça reste quand même relativement fragile. Les dialogues, encore une fois, je crois que je l'ai dit, ils sont pas percutants du tout, quoi. Ouais, c'est peut-être moi, c'est le point qui m'a peut-être le plus chagriné, effectivement, c'est que il y a pas vraiment de phrases enfin, il y a pas de ligne de dialogue qui ressortent où il est relativement plat, quoi. Voilà, c'est moi plus ça qui m'a un peu chagriné. Ouais. Et je t'avoue que ce qui me dérange moi aussi, c'est que finalement, on a un dessinateur qui est excellent. Enfin, Jock, voilà, ça reste quand même un très très bon dessinateur. Et plutôt que de lui faire un peu ses gammes, on le fout tout de suite sur une série Black Label en disant hey, regardez Et puis il était peut-être pas prêt en fait. Voilà. Alors je sais pas ce que donne son nouveau titre qu'il fait tout seul chez nos amis de Distillery, mais après moi ça m'intéresse de voir son évolution en tant que scénariste. Hein. Sean Murphy avait bluffé tout le monde avec Punk Rock Jesus que moi déjà j'avais pas aimé. Non, et puis bon il a prouvé derrière qu'il n'était pas capable d'assurer grand chose. C'est peut-être quelqu'un qui peut progresser aussi, hein, Jock, en termes d'histoire. J'attends de voir, mais sur ce premier essai, c'est quand même pas. Enfin voilà, moi je m'en rappelais plus. Hein. Pourtant j'ai dû le lire quand c'est sorti il y a 5-6 mois. Hein. Eh ben écoute, on se dirige vers la fin de cette émission. Je crois que j'ai trouvé la conclusion, c'est qu'on va le savoir assez vite en fait en réalité si Jock le scénario en solo, enfin le scénario et dessin en solo, ça lui convient bien ou s'il s'est amélioré puisque fin janvier, Gone sort chez Delcourt. Voilà. Donc on va le savoir assez vite si comment dire il a eu l'occasion de peaufiner et d'affiner son style et d'améliorer ses petits travers. Ouais, en tout cas moi j'y serai parce que ça m'intéresse de voir voir s'il peut progresser en tant que scénariste. Hein, et s'il progresse, on vous le dira. Hein, voilà. On sera les premiers. On sera les premiers à le dire. Et si c'est pourri, on sera les premiers aussi. Vous inquiétez pas. Mais, on sera présent. Voilà. On sera là toutes les 2 semaines. Eh ben écoutez, si vous aimez les séries B, que vous aimez les scénarios qui vont droit au but et qui sont sans prétention et uniquement pour se distraire, et que vous aimez le pitch de départ de One Dark Knight, mais que vous n'en attendez rien de plus, ça peut vous convenir. Et puis effectivement, si vous cherchez un comics de Batman un petit peu plus qualitatif ou un petit peu plus recherché, évidemment, vu le nombre de titres Batman qui sort, vous n'aurez pas de mal à trouver chaussures à votre pied. Mais c'est vrai que pour le coup, ce n'est peut-être pas forcément le premier de la liste pour vous. En tout cas, ça fait bientôt une demi-heure que nous parlons de One Dark Knight. On va s'arrêter là parce qu'on va éviter non plus de faire 1 heure d'émission. On termine comme d'habitude par les petites actualités du moment. Comment dire, Double? Bon, toujours pareil. Toujours en train de conquérir le multivers comics français. Voilà. Non, là, je suis sur quoi là, en ce moment, là, je suis en train de travailler sur un top 100 comics pour Super Pouvoir. 100 Putain, oui, voilà. Les journées font 32 heures, en fait, c'est ça. Mais toi-même, tu sais, hein, Stéphane. Hein, voilà.
Donc j'ai écrit un article pour Bruce Lee justement sur Twilight, hein, une mini-série Marvel qui m'a beaucoup plu. Je sais pas du tout quand est-ce que ce sera publié. J'ai participé à un calendrier de l'Avent, donc sur un petit groupe de lecture d'Alençon, voilà, pour ceux qui dans l'Orne, me semble-t-il. On partagera sur la page Facebook. Voilà, où je vais faire un petit calendrier de l'Avent comics, mais alors pas 24, hein, juste 3-4 comme ça dans le calendrier de l'Avent lecteur qui propose. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Et puis les émissions radio sur Radio Grand Ciel, où je fais toujours mon émission de cinéma hebdomadaire. Et puis donc Radio Super Pouvoir sur Principe Actif 2 fois par mois avec mes amis Guillaume et Alain, où on parle encore de comics. C'est lassant à la fin de parler de comics. Mais non, c'est pas lassant. Non, c'est pas vrai. Ça m'éclate toujours autant et voilà. D'ailleurs, hein, s'il y a d'autres sites, hein, allez-y, je dois bien avoir quelques minutes. Moi, de mon côté, j'étais en train de regarder. Vous trouverez sur Top Comics des critiques de l'Appel à Cthulhu aux éditions Black River, une chronique aussi sur la vengeance de Moon Knight que j'ai trouvé intéressant, mais pas ouf non plus, mais qui était plutôt pas mal. Et alors, effet rigolo, c'est que t'en as publié une sur Super Pouvoir, et qu'on n'était pas d'accord là. On n'était pas tout à fait d'accord, effectivement. Et puis je continue à publier des tops régulièrement là dans la semaine qui vient de s'écouler. J'ai fait notamment le top des 10 héros Marvel qui ne sont jamais morts, les 10 plus grands succès de DC Comics, les 10 ennemis de Superman que vous ne connaissez sûrement pas, mais en fait peut-être que si, les 10 Avengers les plus violents, histoire de voir qui sont les plus badass et les plus les plus tarés chez les Avengers. Et puis un qui m'a beaucoup fait marrer, c'est les 10 Spider-Man les plus effrayants du multivers Marvel, où j'aime beaucoup le Spider-Man, c'est-à-dire que ce Spider-Man composé de tout un tas d'araignées qui forment un corps humanoïde. Yeah. J'ai trouvé ça fun à faire. Donc voilà. Et puis je suis en train de préparer les prochaines chroniques, et puis je suis aussi en train de réfléchir au prochain Strange que je ferai dans la bande à Strange. Voilà, Top Comics prend petit à petit son rythme de croisière, et on espère que tout ça vous plaît évidemment beaucoup. N'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas, ou si vous êtes timide et que vous n'osez pas, écoutez, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, on se retrouvera d'ici une quinzaine de jours, le temps pour nous de décider d'un prochain titre. Ouais. D'ici là, Doupe, écoute, merci d'avoir passé du temps, d'avoir passé ce temps-là. J'allais dire merci pour ce moment. En fait, c'est la formule, elle est vachement bien, mais le problème, c'est qu'elle fait tellement référence à un ancien président que du coup, je l'utilise, j'hésite toujours à la sortir. Et puis, bonne soirée à toi, Doupe, et puis je te dis à dans 15 jours. Oui, merci à toi, et puis merci à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux, hein. Exactement, on l'espère, en tout cas on vous attend, et d'ici là, n'oubliez pas, lisez des comics et surtout partagez votre passion. À très bientôt. Salut Dope. Salut.